Introduire ce débat, je vais juste repréciser. Donc, le thème de ce débat, c'est comment on va gérer les forêts anciennes dans cette crise du changement climatique et cette crise de la biodiversité. Alors, juste une précision sur le terme forêt ancienne qui est, j'ai vu un petit peu passer dans les commentaires des remarques sur la distinction entre forêt ancienne et vieille forêt. Euh, les forêts anciennes, aujourd'hui, on l'utilise comme un terme générique qui va notamment englober les forêts matures, qui sont d'un intérêt indéniable aujourd'hui pour la biodiversité et pour leur capacité de résilience face aux perturbations. Mais les forêts anciennes sont aujourd'hui, enfin la forêt de Valbonne notamment, ça a été évoqué, c'est pas spécialement une forêt qui est très mature, mais qui, par son ancienneté et ses espèces qu'elle héberge, a un intérêt pour être conservée face au changement climatique. Et je souhaiterais qu'on commence ce débat par notamment l'intérêt justement de protéger une forêt ancienne comme Valbonne, et notamment une hêtraie méditerranéenne qui est, donc, comme on l'a vu, très rare, face au changement climatique qui arrive, qui est déjà là. Quel peut être l'intérêt de conserver ces êtres si spéciaux, notamment au niveau génétique, dans notre contexte? Je laisse la parole peut-être aux intervenants, s'il y en a qui veulent essayer de répondre à cette question pour lancer le débat. Moi, je voudrais dire un mot là, simplement sur les effets microclimatiques, parce que on parle de changements globaux du climat, mais on peut parler aussi des changements au niveau local. Il y a longtemps, il y a un siècle maintenant, pratiquement, entre 1928 et 1932, l'école forestière de Nancy a fait des mesures de microclimat à Valbonne et les a comparées à la station météo de Pont-Saint-Esprit qui est à côté. Et on a des chiffres qui sont tout à fait étonnants. À Pont-Saint-Esprit, il tombe en moyenne 800 et quelques millimètres de pluie par an, 814 exactement sur les 30 dernières années. Et en fait, sur la station de la Hêtraie, il était tombé, à période comparable, 1053 mm, c'est-à-dire 30% de plus, à quelques kilomètres de distance. Donc, il y a un effet majeur sur les précipitations. Et d'un point de vue des températures, on était passé des températures en plein air de la station météo à côté qui est une moyenne de 12 degrés et des poussières, 12,1, on était tombé à 11 degrés, c'est-à-dire pratiquement 9% de moins, 1 degré de moins en forêt. Donc, à quelques kilomètres près, on a un effet très, très important. Et tous les gens qui fréquentent Valbonne, ils savent bien que l'été, quand il fait bien chaud, ils vont pique-niquer à côté de la Chartreuse parce qu'il y fait nettement plus frais que dans toutes les zones environnantes. Donc, on a un effet majeur sur le microclimat. Merci Jean-Paul. Et donc, notamment, j'imagine que ça a un lien avec la zone à mettre en protection de la forêt de Valbonne, parce qu'on parle souvent de la zone cœur de la forêt, mais d'où l'intérêt, donc, avec ce que vous venez de nous dire, de peut-être mettre en protection le tout, en fait, tout ce qui... enfin, le massif voilà, le forestier, c'est massif. important. Ouais, c'est le massif forestier. C'est pas quelques points dans le massif forestier qui font Voilà. la modification du microclimat. C'est le massif forestier lui-même qui est en cause. C'est Et la donc, grande quantité d'eau qui est évaporée par les arbres, l'ombrage, etc. ok. Si je pouvais encore ajouter quelque chose, je voulais dire que dans une forêt, ce qui est important, ce sont les très gros arbres, parce qu'ils ont, avec leur pompe aspirante, notamment régulatrice du climat, un rôle, on appelle ça des dissipateurs d'énergie. Ils absorbent la chaleur et la restituent beaucoup plus tard. C'est un principe d'entropie, je ne peux pas le développer là, qui fait qu'ils ont un effet majeur sur le climat. Plus vous avez une surface forestière avec des vieux arbres, avec une densité, une canopée fermée et des sous-étages restés humides, et moins le climat s'assèche. Et à ce moment-là, mieux les espèces locales peuvent résister. La deuxième chose qu'on doit vous dire à propos de la hêtraie, vous avez vu au début dans le reportage
dans la présentation de M. Mandin que les haies trévenées du Sud, elles ont été déterminées comme génétiquement plus variées que celles qui sont arrivées en dernier dans le reste de l'Europe. Donc, c'est, si vous voulez, dans ces haies très méditerranéennes que vous avez un patrimoine génétique le plus varié, avec le plus de phénotypes et des génotypes variés. Et là-dedans, un peu comme n'importe quelle population, vous aurez certainement des génotypes qui pourront résister à des variations climatiques marquées. Et c'est justement dans ces populations du centre, celles qui ont résisté aux grandes épopées glaciaires, que vous trouverez des individus, comme maintenant, il y en a qui résistent au Covid et pas d'autres, quoi. C'est assez classique. Et autre chose que je voulais vous dire, que je n'ai pas pu dire parce que c'est dans des forêts tempérées, mais j'ai fait une étude avec avec des spécialistes sur la forêt de Roumanie, qui est la plus grande forêt primaire d'Europe, qui a 4000 hectares avec des hêtres de 4 siècles à 5 siècles. Et là-dedans, on peut arriver jusque il y a 4 siècles, où il y avait le petit âge glaciaire. Et donc, en Roumanie, il était extrêmement fort. Il faisait non seulement très froid, mais parfois très, très sec. Et là-dedans, les hêtres ont très bien résisté parce qu'il y a des génotypes dans les extrêmes climatiques partout en Europe qui peuvent résister à ces variations climatiques. Et comme on ne sait pas vers où on va finalement, parce que vous voyez cette année, le printemps n'est pas si sec, on ne peut pas dire qu'on va vraiment s'emballer, on ne sait pas en fait. Et moi, je trouve qu'il faut faire confiance à la nature et laisser se développer ces génotypes rares. Mais évidemment, ça demande beaucoup de temps, quitte à ce que des pans forestiers montent, mais la forêt repart. Le problème, c'est que la société est pressée. Je ne vois pas l'intérêt d'avancer comme ça dans le noir sans rien comprendre des espèces qu'on ne sait même pas ce qu'elles vont devenir, alors qu'on ne connaît pas les évolutions climatiques. Je trouve ça très dangereux et très, très cher pour les sociétés à venir. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est celui des Vosges, où on a planté n'importe quoi, comme d'ailleurs on fait dans le reste de la France, en privé ou en public, comme on l'a dit avant, c'est Daniel qui l'a dit. Planter n'importe quoi, on ne sait pas vraiment comment ces individus vont réagir après. Mieux vaut laisser faire finalement les espèces locales, même s'il y a des mortalités en masse. Ça, elles vont de toute façon revenir. Enfin, bon, ça, c'est du point de vue écologique. Alors, économiquement, je suis évidemment beaucoup moins compétente. C'est là le problème. Enfin, écologiquement parlant, les forêts ne sont pas vraiment en danger. C'est ce que je voulais vous dire. Et je vois la question des espèces invasives. Moi, j'appelle ça le doigt de Dieu des espèces invasives. Je les ai étudiées pendant 20 ans. J'en viens à me dire, une fois qu'elles sont là, quoi. Que voulez-vous faire? J'ai beaucoup étudié la renouée du Japon. Au bout de quelques années, je me suis dit, on ne peut rien faire. Alors, en voilà une espèce. Merci. Et donc, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des programmes de migration assistée de certains génotypes d'espèces autochtones ou allochtones que pratiquent certains forestiers et qui sont des arguments qui sont un peu en vogue en ce moment sur cette migration assistée de génotypes? Il y a une différence entre prendre un hêtre ou des glands de hêtres locaux et les mettre un peu dans des zones plus sèches. Là, je pense que c'est quand même, on ne peut pas être puriste à ce point. Je sais pas, je vois rien à dire. Mais en revanche, ramener du liquide en barre de Turquie, du chêne des Canaries, du cèdre de l'Atlas, de n'importe quoi, de n'importe où en France, en se disant peut-être que ça va aider les sociétés futures, mais en attendant, ça ramène énormément d'argent quand même. Je trouve ça extrêmement aléatoire et surtout, ça risque de coûter extrêmement cher. Je vous répète que dans les Vosges, ils ont planté comme des fous. C'est les sociétés d'avant, c'est pas les nôtres, mais l'épicéa, maintenant, le déficit est énorme parce qu'ils n'ont pas pu prévoir ce qui se passait. Donc, ils ont ramené une espèce exotique en masse et maintenant, l'argent, ils le perdent en masse. Et en plus, le plus grave, je dirais, dans les réchauffements climatiques, ce sont les incendies. Plus vous mettez de conifères, plus vous avez des risques d'incendie et ça, les forestiers le savent très bien. Ils ne savent pas trop quoi faire. Parfois, je les plains parce que vraiment, ce n'est pas facile pour eux non plus. Merci Annick. Est-ce que les autres intervenants souhaiteraient s'exprimer sur cette question des allochtones? Peut-être une remarque de ma part. Tu disais, en fait, la question de la migration assistée est en vogue. Je pense qu'elle est surtout en débat et elle provoque plein de débats. Je ne sais pas si elle est en vogue. Elle est en vogue sur certains forestiers. Je pense que moi, j'irais exactement dans le même sens que ce que vient de dire Annick. En fait, à partir du les changements climatiques vont être extrêmement rapides. Et pour un certain nombre d'espèces, on parle que des arbres et j'élargirai après, en fait, effectivement, le fait d'être en capacité, parce qu'on a besoin d'avoir des forêts qui produisent aussi, etc., d'accompagner effectivement la remontée vers le nord dans un certain nombre de génotypes ou d'espèces en fait, qui ont coévolué avec la faune et la flore française, pose finalement
pose plein de questions scientifiques, mais enfin, j'ai pas non plus d'objection stricte. Le problème, en fait, c'est quand effectivement on cherche à utiliser la même idée en se disant, bah, finalement, c'est pas uniquement la faune et la flore qui a coévolué depuis des années, en fait, avec des siècles, en fait, en France, qu'on va vouloir légèrement faire remonter progressivement pour gagner un peu de temps et avoir, il y aura toujours quelque chose, hein, mais avoir des forêts productives. Donc, il y aura toujours des forêts de toute façon plus au nord au fur et à mesure du changement climatique, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, d'avoir quelque chose qui correspond à ce qu'on veut, ce qui peut produire en fait des choses que la société dont la société a besoin, hein, en l'occurrence. Quand on commence à effectivement ne pas se donner de limites et de dire bah, finalement ça peut devenir n'importe où, on enlève les digues naturelles en fait de la coévolution pour dire bah, n'importe quelle espèce peut être mise en place, on se retrouve effectivement avec, je pense, quelque chose qui est un peu de faire de l'apprenti sorcier. Aujourd'hui, les mortalités d'épicéa, des Vosges, du Carest, en fait, des Ardennes et autres, en fait, ou du centre de la France, on récolte, en fait, des choix de gestion forestière qui ont été faits dans les années 50 et 60. Les choix qu'on est en train de faire maintenant, si on fait des erreurs, on le verra dans 50 ou 60 ans, peut-être même plus rapidement d'ailleurs en l'occurrence. Mais effectivement, il y a ce pas de temps long forestier qui est compliqué à gérer. Donc soyons prudents. Je rajouterais que il ne faut pas se focaliser uniquement sur les espèces, et notamment les espèces d'arbres. Et d'où l'intérêt de zones comme la Valbonne. À plus de 4 degrés, il y aura peut-être plus de hêtres dans 50 ans à la Valbonne. Et le hêtre, on l'aura peut-être fait migrer vers le nord, il se sera peut-être débrouillé tout seul pour monter vers le nord, et en altitude, il y a des Cévennes à côté, en l'occurrence, et il se sera peut-être sauvé tout seul. Mais par contre, effectivement, on a aussi toutes les autres espèces, un certain nombre d'espèces qui sont justement associées aux forêts anciennes, leurs caractéristiques c'est qu'elles sont très associées aux forêts anciennes parce qu'elles ont elles ont une capacité de mobilité qui est très faible. Et quand on la détruit par comment dire, l'installation agricole notamment, qui a détruit un certain nombre d'espèces de géophytes, de plantes à bulbes et autres, en fait, comme je vous montrais tout à l'heure, la jacinthe, en fait, effectivement, si elle n'est plus là 100 ans après, c'est parce qu'en fait, l'agriculture l'a détruit et qu'elle n'a pas eu la capacité à se déplacer. Le pic noir va se déplacer. Le pic noir ira récupérer la hêtraie la plus mature, la plus proche, qui se retrouvera dans les Cévennes. Mais un certain nombre d'espèces ne vont pas suivre, en fait. Et donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Aujourd'hui, ces forêts, ces lambeaux de forêts reliques, en fait, de Méditerranée, dont Valbonne, en fait, ce sont des réservoirs. Alors, c'est très bien connu à la Massagne, je vous ai montré les chiffres tout à l'heure, il y a énormément d'espèces. Ça l'est beaucoup moins à Valbonne parce qu'il n'y a pas eu autant de recherches et d'inventaires. Mais c'est un lieu, en fait, qui est extrêmement important pour tout un tas d'espèces qui ne va pas avoir la capacité à bouger facilement. Donc, les conserver maintenant, même si la composition en arbre, la productivité économique de la forêt va changer, etc., c'est quand même se garantir d'en sauver un maximum. Et puis, dernier élément, par rapport à ce que disait Jean-Paul Mondin tout à l'heure sur le microclimat, en fait, et le rôle de la forêt par rapport au microclimat. Je pense que c'est quelque chose que tous les forestiers doivent avoir en tête, et notamment en Méditerranée, mais maintenant ça concerne tout le monde. Mais en Méditerranée, on sait très bien que faire des grandes ouvertures, c'est pas propice, ça ne pas propice à avoir une sylviculture fine qui permet de maintenir toutes les essences et de maintenir la croissance, etc. Le système du taillis et de la coupe rase, c'est un système qui maintient ad vitam aeternam quelque chose dans une structure extrêmement jeune, extrêmement simple. Dès qu'on veut un peu maturer, il faut faire le minimum d'ouverture, y aller très progressivement, d'où les sylvicultures plus proches de la nature ou plus progressives en fait, ou irrégulières, qui effectivement permettent ça. Permettre d'exploiter du bois tout en étant beaucoup plus fin, parce qu'en fait, on sait que dès qu'il y a des stress hydriques notamment, dès qu'on ouvre, on va avoir un impact important. Alors, si demain vous voulez avoir que du pin d'Alep à la Valbonne, enfin à Valbonne, en fait, hein, en l'occurrence, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à faire des coupes rases. Mais si on veut conserver du hêtre, les chênes, des arbres matures, il faudra faire attention parce que si on ouvre trop vite, en fait, on va avoir des dépérissements. On va au contraire accentuer les dépérissements. D'autant plus que dans ces milieux-là, les sols sont parfois conservés. Alors, les engins qui passent et qui font des sentiers, qui tassent les sols, c'est encore une catastrophe, ça. On n'en parle pas assez de ça. C'est que maintenant, on n'en est plus à la hache. Les gens ont des grandes... Je ne sais pas quelles sont les machines qu'ils emploient là-bas, mais d'après les photos que j'ai vues,
sur les espèces de plantations qui sont faites à Valbonne, c'est vraiment une horreur. Hein. Ça, c'est pas de la sylviculture, c'est de l'agriculture intensive, point barre, quoi, qui détruit les sols qui sont là, parfois conservés pendant des siècles. C'est pratiquement un massacre, ça, c'est ce que j'ai pu voir avant. Il faudrait, Jean-Paul, que tu les remontes, les photographies avec les chênes vertes en taillis, là. Ça serait bien. Je peux faire. On pourrait parler de ça, peut-être. Oui, on peut parler de ça, Jean-Paul, allez-y. Ce qu'on fait de pire à Valbonne. Je bataille avec mon ordi, ça va venir. Je profite de cet intermède pour poser une petite question parce que le sol est quelque chose qui nous intéresse énormément. Et effectivement, pour nous, l'un des intérêts majeurs de ces forêts anciennes, c'est quand même la préservation du sol. Je voudrais savoir si quelqu'un sait combien de temps il faut pour qu'un sol retrouve son état initial après que les engins soient passés dessus. Je ne vais pas vous donner un élément de comparaison avec des engins actuels. Par contre, je vais juste prendre un élément qui est connu, qu'Annick connaît aussi, c'est des études qui ont été faites en Lorraine, en l'occurrence, justement, qui font partie des études qui ont montré, enfin, qui ont mis à jour en fait, ce concept d'ancienneté et ce besoin effectivement penser sur le long terme en fait, à des non-perturbations des sols. Parce qu'in fine, quand on parle d'ancienneté, alors il y a le côté forêt mature, vieille forêt, en fait, effectivement, qui regarde plutôt les arbres, mais quand on parle d'ancienneté, ce dont on parle, c'est une continuité d'un fonctionnement forestier sans perturbation dans un domaine forestier jusqu'à il y a peu en fait. Alors certes on prélevait un peu les litières au 19e siècle, on faisait un certain nombre de choses, on prélevait le bois mort, etc. Mais globalement on ne labourait pas les forêts. C'est ce que font aujourd'hui les Landais, par exemple, quand ils veulent installer du pain maritime de façon intensive, effectivement, ils font des coupes rases, ils labourent, ils dessouchent même dans certains cas, et puis ils vont replanter. Donc ça c'est un système agricole qui effectivement perturbe les sols. En domaine forestier, jusqu'à il y a récemment, en fait, on ne connaissait pas ou peu ça, en fait. Et c'est bien ce que montrent justement les différences de flore et de faune du sol, d'ailleurs, qu'on voit entre une forêt ancienne et une forêt nouvelle, récente. C'est bien ça que ça tacle, en fait, que ça montre. L'élément de comparaison que je vous prendrai, c'est justement donc, ces études faites par l'INRA, Jean-Luc Dupoué notamment dans l'Est de la France, hein, qui sur le plateau lorrain ont bien montré que des agricultures romaines, donc il y a 2000 ans, qui avaient été faites avec des moyens hyper rudimentaires. Hein. Ils n'avaient pas les pesticides, les tracteurs, etc., que l'on a aujourd'hui. Qui avait déboisé plus travaillé le sol pendant quelques décennies, en fait, se voyait encore, alors pas à l'œil humain profane, en fait, mais à l'œil du scientifique, il arrive à voir des différences de flore, des différences de microtopographie, des différences de contenu en phosphore et ce genre de choses, 2000 ans après. Donc, avec une agriculture rudimentaire de l'époque gauloise romaine, en fait, 2000 ans après, on les voit encore. Donc, je ne vais pas dire que c'est irréversible, mais je vais dire que c'est réversible à des pas de temps qui sont voilà, de l'ordre des plusieurs millénaires. Donc, du coup, c'est d'autant plus important par rapport à la forêt qu'on voit là, et sur lequel il y a effectivement eu des cloisonnements, mais il y a eu effectivement un passage d'engin assez important dans le cloisonnement, de ne pas perturber les sols au maximum, en fait, en l'occurrence. Parce que ça, on le verra dans quelques siècles encore. Alors, à nouveau, pas l'œil profane de la personne qui se promène, mais, et qui n'est pas scientifique, mais le scientifique sera en capacité d'identifier ces layons et la différence qu'il y a eu de traitement des sols entre les deux. Sur quelle surface on a fait ce genre de traitement? Est-ce que vous voyez la diapo que j'ai mise là? Oui, il faudrait la commenter un peu. Oui, alors ça c'est des photos faites avec un drone sur 2 parcelles qui ont été exploitées de cette façon-là. Hein. C'est-à-dire que, sous prétexte de faire ce que les forestiers appellent des cloisonnements, c'est-à-dire normalement des passages pour les engins pour limiter la surface sur laquelle passent les engins et donc limiter les dégâts sur les sols, ces cloisonnements ont été extrêmement resserrés et normalement il aurait dû y avoir ici des cloisonnements et puis de la futaie jardinée. Or, il n'y a pas eu de futaie jardinée, il y a eu des cloisonnements très larges avec des interbandes non cloisonnées qui sont guère plus larges que les cloisonnements eux-mêmes.
Donc, il y a 2 parcelles qui ont été traitées comme ça, une trentaine d'hectares en gros. C'est essentiellement ça qui a déclenché les grandes protestations au niveau local. L'ONF s'est engagé à ne plus jamais faire ça. Ils ont reconnu que c'était quelque chose qui n'allait pas du tout, d'autant plus que cette coupe d'une futée avec des arbres de 150 ans, je vais vous le montrer ici. Voilà. Jean-Paul, est-ce que vous pouvez mettre en plein écran ou pas? Je peux essayer. Oui. Bon, donc en fait, c'est quand quand je partage l'écran, il se passe des choses que je ne maîtrise pas. Ça coupe le micro. Donc, enfin, vous avez vu, ce sont des arbres qui avaient 150 ans, qui ont été coupés d'une façon qu'on a trouvé qui n'allait pas du tout. Et puis ça, c'est pour faire des bûches de 50 cm qui sont rééclatées pour vendre en bois de chauffage. C'est quand même, d'un point de vue forestier, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement dommage, quoi. Voilà, donc j'ai vu passer un certain nombre de questions en disant « Et qu'est-ce que vous faites localement ?» Alors, localement, il y a eu une grosse émotion, il y a eu des articles de presse, il y a eu des réunions de l'association locale Terre d'Avenir avec 200 personnes qui étaient venues, et puis tous les maires ont été contactés, et à l'heure actuelle, tous les maires sont d'accord, enfin tous ceux qu'on a vus sont d'accord pour penser qu'il faut mettre la forêt de Valbonne en protection. Donc, j'ai vu aussi que là, il y a un message de Madame Leroy de l'ONF, je ne sais pas qui c'est exactement, mais donc qui a précisé que à l'heure actuelle, il y avait eu sous la direction du secrétaire général de la préfecture du Gard la mise en place d'un comité de massif dans lequel se fera une discussion concernant le nouveau plan d'aménagement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien la façon de gérer les forêts domaniales, il faut savoir qu'elles sont gérées grâce à ce qu'on appelle un aménagement, qui est un document d'une centaine de pages qui analyse la forêt, qui prévoit parcelle par parcelle ce qu'on fera dedans, quand on le coupera, etc., combien de bois on enlèvera, et qui passe devant le ministre de l'Agriculture et qui l'approuve. Qui l'approuve pas, mais enfin, quand c'est approuvé, l'ONF met en place cet aménagement, donc cette gestion de la forêt. Et là, le dernier aménagement terminé en 2021, donc il n'y a plus à l'heure actuelle de coupe et de vente à Valbonne parce que l'ONF s'est engagé à cesser toute action jusqu'à la mise en place du nouveau plan d'aménagement auquel nous serons associés. Et il y a eu un premier comité de massif qui a présenté l'ensemble des généralités et il devrait y avoir des réunions maintenant directement avec l'ONF et les différents partenaires pour discuter de ce qui se fera dans la vingtaine d'années à venir. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il est tout à fait indispensable de bien prendre en compte l'intérêt majeur de cette forêt et le fait qu'une telle forêt, finalement, qui fait un peu plus de 1000 hectares, c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. Et la mise en protection nous paraît quelque chose de tout à fait faisable, qui rentre tout à fait dans le cadre de la politique gouvernementale à l'heure actuelle, aussi bien de la politique européenne qui a été précisée tout à l'heure, que des engagements du gouvernement, des engagements directs du chef de l'État, de la politique de la région Occitanie dans laquelle la forêt se trouve et de l'engagement de la communauté de communes dans laquelle se trouve Valbonne. Donc, on ne demande rien d'extraordinaire, on demande l'application de la politique gouvernementale, ni plus ni moins. Merci Jean-Paul. Je vais passer rapidement la parole à M. Ramat qui l'avait demandé. Oui, je voulais intervenir rapidement sur l'impact soit de la déforestation, soit des plantations d'espèces exotiques sur la structure pédologique des sols. Il est bien connu que le déboisement
provoquent des changements pédologiques dans les sols. Cela dépend bien entendu du type de sol, cela dépend de la latitude, des conditions climatiques, etc. Mais il n'empêche que de façon générale, le fait de déboiser sur de vastes surfaces interfère d'abord avec le cycle de l'eau, ce qui va aussi interférer avec la structure des sols. Et le fait qu'un sol soit nu constitue un facteur de changement pédologique important à cause de son exposition directe au rayonnement du soleil, à l'évaporation, et tout cela ne va pas dans le sens de la conservation d'une bonne structure pédologique des sols. Je rappellerai que le déboisement total de surface, alors dans les forêts tropicales, c'est une calamité parce que cela provoque la formation de la latérite. Et les chercheurs pédologues du CIRAD en Guyane montraient que sur une parcelle forestière d'étendue significative qui a été déboisée, après formation de dépôts latéritiques, il faut 3000 ans pour que se reconstitue 20 cm de sol. Ça donne une idée de l'échelle de l'impact pédologique dans les climats tropicaux. Mais même sous nos climats, en particulier en Méditerranée, le déboisement ou la plantation d'espèces exotiques peut avoir des conséquences pédologiques considérables. Je rappellerai que l'enrésinement, selon le type de sous-sol sur lequel il est implanté, provoque une acidification des sols avec ce qu'on appelle une posolisation, c'est-à-dire la survenue de sols pauvres, lessivés, et sur lesquels se forment des morts, c'est-à-dire des humus très dégradés et très infertiles. D'autre part, Annick Schnitzler a évoqué cette question qui a été souvent sous-estimée. Si l'on ne garde pas une couverture forestière importante, en gros, si on garde des îlots boisés de faible surface, un autre facteur intervient, c'est l'interaction entre la forêt et les précipitations. Il y a quelques décennies, on a pu montrer avec des méthodes isotopiques que la forêt joue un rôle significatif dans les précipitations, et cela d'autant plus qu'on descend vers des basses latitudes. Mais même sous nos latitudes, cela intervient, c'est-à-dire que l'évapotranspiration de la biomasse des arbres contribue aux précipitations. En clair, si on espace le boisement, si on a un boisement ouvert, eh bien, cela va interférer avec le régime local des pluies. Et ce qui se constate, c'est que lorsqu'il y a des précipitations, des couverts de boisement significatifs, même à une échelle locale, les précipitations peuvent être importantes. J'ai lu par le passé que sur la hêtraie de la Sainte-Baume, il tombe 800 mm de pluie par an. On constate que sur des aires du plateau qui sont situées à 2 ou 3 km de là, il ne tombe plus que 600 mm. Tout cela parce qu'il s'agit d'aires en garrigue ou de terrains de boisement extrêmement ouverts, voire de terrains peu boisés, et où cet effet ne prend plus lieu. Donc, pensons aussi à l'interaction entre la forêt, les forêts naturelles, le cycle de l'eau. Et entre autres, il est bien connu que l'enraisinement est beaucoup plus défavorable pour l'humidité des sols que les forêts caducifoliées, c'est-à-dire arbres à feuilles caduques. Merci beaucoup, Monsieur Hamel, pour ces précisions. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Frédéric Jacquemart, le président de la FRAPP Ardèche. Oui, je crois qu'il faut préciser quelque chose parce que je vois les messages de Madame Leroy. Alors, effectivement, on a été en conflit avec l'ONF sur cette forêt.
parce qu'il y avait une urgence pour nous à agir, et donc c'était sur le plan conflictuel que ça s'est produit. Maintenant, les coupes ont été arrêtées. D'emblée, nous avons eu avec M. Nicolas Carr un échange qui était honnête, puisqu'il a arrêté les coupes. In fine, il aurait pu reprendre les coupes après le dernier jugement. Il a été décidé de les suspendre jusqu'au plan de gestion. Donc, il est bien clair que nous ne sommes pas en conflit avec l'ONF. C'est terminé. Nous sommes maintenant dans une démarche de discussion et de conciliation. Donc, il n'y a pas lieu d'être sur la défensive. Nous n'attaquons personne. Et effectivement, il y a un comité de massif. Alors, le comité de massif, il est piloté par l'ONF et l'État qui ont fait leur présentation. Alors, j'étais présent à ce comité et j'ai dit, bon, il y a une présentation qui a été faite par l'État et l'ONF, nous allons, nous, faire notre propre information complémentaire et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce symposium. Il s'agit bien d'informations de points de vue différents, mais pas du tout, pas du tout dans un esprit conflictuel. Et ça, j'espère que Madame Leroy le comprendra. Sur l'évapotranspiration, qui est effectivement quelque chose aussi qui nous intéresse beaucoup, il y a, vous savez que la FRAPNA, comme l'a dit et rappelé Léa, travaille sur l'aspect systémique de la forêt, sur laquelle peut-être on aura le temps de revenir un peu. Mais dans ces comportements des systèmes, on a, lors d'une perturbation, on peut avoir une réaction linéaire, par exemple une perte de biodiversité qui sera linéaire, mais il y a aussi des situations à seuil où la perturbation a peu d'effet, et puis à un moment donné, on change d'état du système. Et c'est une des questions que l'on se pose pour la forêt, justement, et les cycles de l'eau, à savoir, est-ce qu'il y a un effet seuil au-delà duquel eh bien, une forêt ne s'auto-alimente plus assez en eau pour survivre? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Non. En fait, c'est une étude, une recherche qui aurait dû être faite avant le drame, pendant le drame et après le drame. Et je ne crois pas que ça se soit fait, ça. On ne peut pas répondre à une question comme ça. On peut le voir à la mortalité ou à la mauvaise santé de la forêt, c'est-à-dire qu'il y a une mortalité excessive. Je voulais ajouter juste que tout ce qui est conifère, surtout dans les zones méditerranéennes, la litière est très hydrophobe aussi. Elle retient moins l'eau des sous-bois. C'est aussi un danger. Il faut quand même parler des incendies dans ces milieux-là. Donc l'important, c'est de préserver effectivement l'eau. Il y a une chose qu'on n'aborde pas parce qu'on ne connaît pas, je rebondis un peu sur l'histoire de l'eau, c'est les rivières volantes qui sont une idée à la mode depuis quelque temps et qu'on a pu prouver pour les forêts tropicales, qu'on commence à démontrer pour les forêts tempérées. C'est-à-dire qu'à partir des aérosols émis par les arbres, notamment aussi des conifères, les aérosols provoquent des pluies. Et ces aérosols se forment par la photosynthèse, par les émissions liées aux arbres. Donc, plus vous avez, ça explique pourquoi aussi il y a plus de pluie en dehors de l'évaporation, pourquoi il y a plus de pluie au-dessus des forêts. Et plus les arbres sont différents, diversifiés, avec des molécules variées liées au milieu naturel, plus ces rivières volantes, donc riches en eau, peuvent se former. Mais on sait très peu pour les forêts tempérées parce qu'elles sont toutes, il ne reste plus grand-chose. Ça a été étudié donc dans des systèmes bien préservés dans les zones tropicales, mais je pense qu'on pourrait le faire dans des grandes forêts du côté de la Roumanie, par exemple. Mais en Méditerranée, je suis sûre que ça a beaucoup joué pour maintenir un climat relativement humide jusqu'il y a à peu près 3000, 4000 ans. Mais là, on rentre dans des considérations. Bon, maintenant, les sociétés, c'est plus ça, quoi. Donc, je vois que quelqu'un répond là. Merci beaucoup, Annick. Ça, c'est intéressant, les caractéristiques géologiques de la Valbonne. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu quelque chose sur la géologie de Valbonne? Parce que je n'ai pas trop de données là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un en a ici. Jean-Paul, peut-être?
Oui, alors sur la géologie de Valbonne, elle est très compliquée. C'est un terrain qui est, euh, il y a des failles, il y a des chevauchements, etc. C'est assez compliqué. Il y a des terrains secondaires et tertiaires. Et en gros, ce qui fait le gros intérêt, c'est que on a des terrains calcaires dans les parties supérieures et on a une couche importante de sable albien, donc relativement récent, dans la partie basse. Et ces sables albiens, ils sont évidemment très meubles, ils sont entaillés par l'érosion, ça donne des vallons très profonds, à pente étroite, ombragés, et l'eau ressort à la base de cette grosse masse euh, perméable. Et sous ces sables, c'est imperméable, donc on a de l'eau en permanence, même pendant les étés les plus chauds. On a des ruisseaux qui coulent tout le temps. Et ça, c'est une caractéristique géologique qui donne des conditions microclimatiques intéressantes. Donc, on a à la fois l'intérêt de la géologie qui permet d'avoir de l'humidité et les arbres qui permettent d'avoir une augmentation des précipitations, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec une augmentation de l'ordre de 30% des précipitations dans Valbonne par rapport à l'environnement. Mais je ne rentrerai pas dans le détail de la géologie précis. Il est vraiment compliqué pour en faire un exposé comme ça. Il faudrait des cartes, des choses comme ça. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je vais laisser la parole à Patrick par rapport aux questions qui ont été posées dans le chat. Vous avez fait une petite synthèse. Voilà, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Il y a 4 types de questions. On va dire qu'il y a des questions diverses. On verra si on peut les traiter quand même. On essaiera de les traiter aussi. Et sinon, il y a trois thématiques qui émergent dans les questions. Il y en a qui concernent les caractéristiques des forêts anciennes. Il y en a qui correspondent à tout ce qui est conservation de la forêt de Valbonne ou conservation en général. Et quatrième type de question sur la question du bois énergie. Donc, on va commencer par les caractéristiques de la forêt de Valbonne. Donc, il y a 2 questions complémentaires. Il y a celle de Julie qui demandait si parmi les idées qui résistent un peu à l'idée de forêt ancienne, les îlots de vieux bois, est-ce que ce seraient des zones qui favorisent les risques comme l'incendie, les ravageurs? Voilà, ça c'est des choses qu'on entend assez régulièrement. Et la question complémentaire, c'est celle de Ruben Lopez qui demande si les forêts anciennes sont plus résistantes aux maladies, champignons, parasites et au changement climatique, et est-ce qu'on constate aussi des dépérissements? Alors, je pense qu'on peut regrouper ces 2 questions-là. Voilà, il y en a d'autres après sur les caractéristiques. J'attends que ces 2-là soient traités déjà. Merci, Patrick. Est-ce que parmi les intervenants, il y en a qui souhaitent répondre? Je peux répondre à l'une, mais à propos, il y a un mot que je n'aime pas, c'est le mot ravageur. Il est utilisé en agriculture. Il n'y a pas de ravageurs dans les forêts, il y a des formes de vie qui coexistent. Il y a de la régulation, il y a de la régulation, c'est-à-dire que les uns se tuent les autres, il y en a qui se protègent, il y en a qui sont en symbiose, il y en a qui sont commensaux, il y a tout ce que vous voulez, toutes sortes d'interactions qui fait que le milieu est finalement globalement relativement stable, à un certain niveau quand même. Et il n'y a pas de ravageurs du tout. Les ravageurs, c'est l'homme quand il coupe le bois, je pourrais dire, à la limite. Donc, il n'y a pas de ravageurs dans des forêts qui sont bien structurées et naturelles. La deuxième chose, je ne sais plus, on a parlé de quoi encore est-ce que les forêts naturelles sont plus résilientes? Évidemment, mais si elles sont trop petites, ça ne sert à rien. Il faudrait qu'elles aient une surface suffisamment conséquente. Bon, je pense que d'autres peuvent encore répondre à ma place, je ne sais pas. Juste un mot là sur peut-être justement ces petits îlots en fait, en l'occurrence à quoi ils servent en fait. Effectivement, c'est pas le même objectif, hein. Les petits îlots en fait, ils servent dans la gestion. D'ailleurs, on peut saluer le fait que l'ONEF l'ait intégré dans sa politique depuis assez longtemps maintenant. Et ce qu'on souhaiterait, c'est surtout que ça s'étende notamment aux forêts privées qui n'utilisent pas du tout ce genre de petites protections. En fait, c'est pas du tout conçu pour protéger toute la biodiversité dans son ensemble. Ça, c'est plutôt le réseau des grands espaces qui vont. La protection de l'écosystème en tant que tel, elle demande de la continuité dans le temps, elle demande de la continuité dans l'espace. Donc, effectivement, ça demande plutôt des plus grandes surfaces, donc plutôt des réserves biologiques ou naturelles, etc. Les îlots,
ils sont prévus dans la gestion productive comme un peu pas japonais ou élément en fait complémentaire des impacts d'une gestion qui va exploiter et qui va donc c'est un accompagnement, c'est pas un objectif de protection, c'est un accompagnement de la production forestière en fait qui permet de minimiser l'impact. En l'occurrence. Donc c'est très positif, mais c'est vrai que pour moi, ça ne correspond pas aujourd'hui pour le lié à Valbonne, l'enjeu à la fois de site et l'enjeu de protection, et il n'est pas. L'outil qui va y répondre, c'est plutôt un outil d'espace protégé, plutôt que d'un outil comme on le fait dans des zones qui sont a priori principalement dédiées à l'exploitation, ou des multi-usages, mais dont l'exploitation est importante, sur lesquels, quand on veut conserver des éléments de biodiversité, on va mettre ces îlots complémentaires. Les îlots, ça fait en général, alors certes, ça fait jusqu'à 1% en l'occurrence de la surface forestière, qui ne va pas être touchée, mais ça reste pas le même objectif. Donc, je pense qu'il faut distinguer vraiment Là, ce dont on a besoin à Valbonne, c'est de protéger le site et son intégrité dans son ensemble, en fait, en l'occurrence. Donc, c'est plutôt l'outil réserve qui va y répondre. Il n'y a pas d'enjeu de production, y compris là, ce qui a été montré d'exploitation. C'est certes des revenus, hein, l'exploitation du bois de feu, en fait, en l'occurrence, qui va être vendu. Mais économiquement, si on devait faire le calcul des pour des contre, il n'y a pas un enjeu d'exploitation suffisant pour justifier qu'on maintienne une exploitation forte dans laquelle on va mettre des sparadraps en fait, pour essayer de quand même conserver un peu de biodiversité. L'enjeu est vraiment là dans de la protection. Par contre, ça ne veut pas dire que ces îlots ils sont pas utiles, parce que de fait, on a quand même une grande majorité de forêts qui ont un rôle de production qui est important et dont on a besoin. Hein. Alors, peut-être pas pour faire de l'énergie, mais au moins pour des usages plus durables, comme le bois de construction, notamment, là, qui sont une bonne solution en fait, d'usage du bois pour conserver du carbone et effectivement éviter des matériaux qui ont une empreinte écologique plus grande, comme le béton et l'acier, etc., là, dans nos constructions. Et donc là, pour ça, on a besoin de gérer d'une certaine façon pour avoir des qualités de bois particulières, et donc ne pas faire de 100% de la surface dédiée à la protection, mais imaginez qu'il y a des actes soit individuels d'arbres protégés, soit de petits îlots en fait, qui sont protégés. Ça fait partie effectivement du panel d'outils du forestier de maintenant. En fait. Très bien. Alors, avant de continuer sur la question de protection, concernant les caractéristiques des forêts anciennes, Ruben demandait des précisions sur ce que l'on sait de leur comportement par rapport au changement climatique. Est-ce qu'on sait déjà si ces forêts anciennes résistent mieux, s'il y a des constats de dépérissement aussi? Et puis, il y avait la question de Mathieu Nouty sur les animaux présents à Valbonne. Qu'en est-il des animaux? Est-ce qu'une forêt, nous dit-il, sans animaux est réellement une forêt? Je pense pas Non, qu'il y ait pas bien sûr que non. Alors, j'aurais pas l'inventaire. Je sais même pas d'ailleurs jusqu'à quel niveau il est en fait sur Valbonne précisément. Mais les deux questions sont liées. Hein. Enfin, à un moment donné, tout à l'heure, je vous montrais à la Massane, sur 300 hectares, vous avez 6000 espèces. Enfin, 6300 espèces. Donc, le fait d'avoir beaucoup d'espèces, c'est le fait de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, d'être sûr qu'effectivement, il y a une partie... forcément, il va y avoir de la mortalité. De toute façon, la mortalité, elle est naturelle en fait en forêt. Elle va être accélérée dans certains cas, mais de toute façon, ce qui n'est pas naturel dans une bonne partie de nos forêts françaises, du fait de leur historique et de leur rajeunissement régulier par l'exploitation, c'est qu'effectivement, les stades très âgés, y compris les stades morts d'arbres qui vont mourir sur pied, etc., on les connaît moins, on les connaît pas. Il faut aller, quand moi je suis écologue forestier, en fait, il a fallu que j'aille dans les pays de l'Est pour me rendre compte de l'importance en fait de ces très vieux arbres et du bois mort en fait en forêt. Si vous restez en France en zone métropolitaine, cet élément-là vous le zappez complètement, et d'où les échanges qu'il y a eu ces 20 dernières années entre forestiers et écologues pour mieux comprendre justement ce qui pouvait cette importance, mieux le faire comprendre, et mieux l'intégrer dans la gestion. Donc je dirais que des dépérissements, il y en aura.
J'allais même tout à l'heure en disant que peut-être que dans 50 ans, le hêtre ne sera plus à Valbonne, mais il y aura autre chose. Et c'est dans ces 6000 espèces-là, il y en aura d'autres qui auront pris le dessus et qui seront présentes. C'est clair que voilà, il y aura forcément des arbres qui vont mourir d'une part, et même des arbres qui vont mourir liés au changement climatique au sens strict, en fait. Alors, toujours sur ces caractéristiques. Je peux répondre pour les animaux, là? Pardon, oui, allez-y. Oui, parce que bon, il y a une question, j'en ai dit un mot dans l'introduction, je suis passé rapidement. Pour les grands mammifères, bien entendu, il y a le sanglier, il y a le chevreuil, mais après, pour des animaux plus petits, il y a beaucoup de choses intéressantes. Au niveau des oiseaux, l'association ornithologique du Gard avait fait un inventaire, avait recensé plus de 92 espèces dans la forêt de Valbonne, dont des espèces qui sont revenues, comme le pic noir. Damien Valory en parlait tout à l'heure. Quand la hêtre est vieillie, le pic noir il revient. Il est là depuis quelques années, pas si longtemps que ça. Il y a du roitelet huppé, il y a du gros bec casse-noyau, le tour des palombes, etc. Du grand-duc, du moyen-duc, du petit-duc, etc. Enfin, il y a beaucoup d'oiseaux intéressants. Il y a des populations de chauves-souris importantes, dont du rhinolophe rial, avec des colonies de reproduction qui sont installées dans la Valbonne elle-même, dans la Chartreuse elle-même, dans les souterrains de la Valbonne, qui sont suivis par les associations gardoises et qui nous ont fait un exposé il y a très peu de temps là-dessus. Il y a des choses très, très intéressantes. Il y a de la grenouille agile, il y a de la salamandre, il y a de l'écrevisse à pattes blanches. Dans le ruisseau, à la sortie, il y a du barbeau méridional. Et dans les coléoptères, il y a pas mal d'insectes intéressants, mais les inventaires ont été faits il y a très longtemps. Dans la biblio récente que j'ai trouvée, on a identifié dans des cavités d'arbres à bois mort des insectes. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste d'insectes, hein, je peux vous donner les noms, Brachygonus, Rufficeps, etc. C'est des choses qui sont avec des indices patrimoniaux d'espèces très rares. Et je pense qu'il y a une lacune importante sur la connaissance des insectes mangeurs de bois mort, hein, dont les larves sont caractéristiques des vieilles forêts, et ça mériterait des inventaires poussés. On insiste à l'heure actuelle pour que dans la gestion de Natura 2000, il y ait un programme qui s'occupe de ça, et ça nous paraît tout à fait indispensable. On connaît bien la flore, on connaît pas du tout les mousses. J'ai fait une journée avec Vincent Hugonneau, le spécialiste français des mousses. Il en a trouvé, pas moi, plus de 90 espèces dans la journée, 130 espèces, j'ai les chiffres là, 134 espèces dans la journée, et on n'a passé qu'une journée, quoi. Donc c'est quelque chose de majeur d'un point de vue des mousses. Il y a une biodiversité qui est certainement très sous-estimée à Valbonne. Pour les animaux petits, hein, bien sûr, on ne sait rien de la faune du sol, on ne sait pas grand-chose de la faune du bois mort. Il y a eu très peu de choses sur les lichens. Les mousses, dès qu'on commence à fouiner, on en trouve beaucoup. Donc c'est quand même une forêt. J'avais commencé en tout début en disant Valbonne est une forêt exceptionnelle. Elle est exceptionnelle dans un grand nombre de domaines, même si on n'a pas de très vieux arbres. Et ça, je pense que les demandes de mise en protection, c'est pour ça. Il faut qu'on finisse le cycle sylvogénétique en allant sur des arbres de 200, 300 ans, 400 ans, comme on devrait avoir si des parcelles avaient été complètement mises hors coût. Alors ensuite, on a pas mal de questions sur les stratégies de conservation, de protection. Et juste avant, je ferai peut-être une transition avec la question d'Éric Pozac qui demande justement si les forêts anciennes ou matures sans protection stricte, est-ce qu'elles sont menacées par l'objectif de stockage de carbone en forêt d'ici 2030? Donc il parle de l'objectif qui a été validé hier par l'Union européenne. Et on peut parler aussi dans cette catégorie de questions de tout ce qui concerne le bois énergie.
On avait une question de Pascal Jodon qui demandait si les chaufferies de biomasse collective sont une menace à terme sur les forêts. Est-ce qu'on pourrait avoir une traçabilité du combustible et comment on peut harmoniser la transition énergétique et la protection des forêts? Et il parle de choix cornéliens, quoi. Voilà, et après, on pourra peut-être voir avec Léa, mais peut-être aborder les questions assez nombreuses et très précises sur la conservation du site et sur la conservation en général. Peut-être je commence ou compléter sur l'aspect carbone, en fait, en l'occurrence, et énergie. Comment dire je pense que ça fait partie. Alors, dans le domaine forestier, il y a aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un violent besoin en fait de clarifier un certain nombre de controverses avec des données scientifiques en fait et de les partager entre forestiers, écologues et là, on parle d'énergie, donc énergéticiens aussi. Parce qu'il y a quand même des messages qui sont massivement scientifiquement faux, qui sont portés. La question du carbone, elle l'est. En l'occurrence, le carbone, il y a différentes dimensions dans la question du carbone en forêt. Ce qui est souvent, alors je m'excuse pour l'ONS, je vais caricaturer, mais caricaturer la position forestière, mais c'est vrai que ça, par le passé, y compris l'ADEME, y compris l'ONF, y compris le CNPF et autres, en fait, le ministère, a souvent porté l'idée unique en fait de les forêts âgées sont surmatures, donc sont au-delà de la maturité, sont trop vieilles, sont vieillissantes, décrépissantes, sans comprendre l'intérêt écologique justement des très vieux arbres du bois mort. Et donc, d'un point de vue carbone, elle ne stocke plus rien. Ce qui est scientifiquement faux. Et en parallèle de ça, il était donné le fait que, effectivement, là où ça stockait le plus vite, c'était dans les nouvelles forêts, notamment dans les plantations, dans les 30 premières années ou les 50 premières années, effectivement, il y a un accroissement qui est plus important que... En fait, il y a du vrai, il y a du faux, et je pense que je vais essayer de vous déconstruire, en fait, et vous expliquer comment il faut réfléchir. En fait, c'est juste deux façons de réfléchir qui sont totalement différentes. Les forestiers réfléchissaient à un accroissement par année, en fait, donc en intérêt, enfin, comment dire, enfin, ce qui est produit par la forêt année par année pour chaque hectare, en fait. Là, un peu comme si vous réfléchissiez enfin sur votre richesse financière, comme si vous réfléchissiez uniquement sur le taux d'intérêt de votre livret, en fait. Alors, là où l'écologue réfléchit sur le capital, c'est-à-dire le capital qui est en forêt, et donc sur le volume de carbone qui va être en forêt. Dans les forêts anciennes, plus une forêt est âgée en fait, et mature, en fait, plus effectivement vous allez avoir du bois qui va être stocké dans les arbres, donc vous avez un stock qui est supérieur, vous avez du bois qui va être stocké, qui va être en cours de dégradation, mais qui est une dégradation qui va prendre une cinquantaine d'années. Quand on parle d'arbres morts qui se dégradent, en fait, vous avez un pas de temps de stockage encore sous forme d'arbres morts qui va être de l'ordre de 50 ans, selon les contextes. Hein, du level, ça ne marche pas comme ça, mais en fonction de l'humidité et de la température, notamment, ça peut être de cet ordre-là. Et puis vous avez ce qui se dégrade. Alors certes, ça relargue un peu de CO2 dans l'atmosphère, mais il y en a une partie qui va finir dans le sol, et on sait que la moitié du carbone est dans le sol. Et ce carbone dans le sol, il ne se crée pas dans le sol, en fait. C'est la forêt qui le crée au fur et à mesure. D'où la différence entre un sol forestier et un sol agricole qui effectivement, en général, est appauvri en carbone, en fait, en l'occurrence. Donc aujourd'hui, dans nos contextes, en fait, où on est dans des forêts qui sont relativement récentes, pour une partie jeune, en fait, on a une marge de manœuvre énorme pour continuer et avoir un aspect positif sur le carbone, en fait, sur le rôle de la forêt par rapport au carbone, en le stockant en forêt, c'est-à-dire en laissant vieillir les forêts, en le stockant dans les sols, au fur et à mesure qu'ils se dégradent, en fait, en l'occurrence. Et puis l'autre élément, c'est qu'effectivement, donc ça c'est la partie écosystème de l'affaire, mais qui est une partie qui est assez importante, qui est souvent chantée par cette idée que finalement la forêt mature, non, elle ne stocke plus rien, au contraire, elle est plus intéressante, en fait, ce qui est faux. Il y a deux autres éléments liés à la réflexion carbone, dont le premier qui est quand même, je pense, assez important, c'est qu'effectivement, quand vous exploitez du bois, selon ce que vous en faites derrière, vous allez effectivement continuer à stocker du carbone. Et quand vous faites la charpente de Notre-Dame, voilà, pendant 500 ans, vous stockez du carbone sous forme de charpente à Notre-Dame, parce que c'est une charpente en bois de chêne, en fait. Donc là, vous avez un effet qui est un effet qui n'est pas en forêt, mais par les produits bois. Donc ça c'est relativement positif. Par contre, en parallèle, quand vous produisez
de l'énergie, 6 mois après, le CO2 il est relargué, il a été utilisé. Quand vous produisez du papier, 2 ans après, en moyenne, le papier n'existe plus, il a été au mieux recyclé s'il a été brûlé, le CO2 a été relargué. Donc, en fonction des usages du bois, en fait, on a effectivement des choses qui sont différentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la politique forestière française, d'une façon énergétique aujourd'hui, est en train d'être révisée progressivement, mais elle est encore bâtie sur ces idées, enfin, sur une bonne partie d'idées fausses, et idées fausses qui ont conduit à des politiques qui développent le bois énergie, et notamment le bois énergie à l'échelle industrielle, qui est subventionné, qui n'est pas encadré ou sur lequel on a peu de demandes de qualité de gestion liées à de la certification, ou ce genre de choses, par exemple. Là où, en parallèle, sur certains autres usages, vous allez avoir à la fois un usage du bois qui va être beaucoup plus positif, et puis des demandes du marché, y compris sur le papier, qui pourtant des produits de durée de vie relativement courte, qui demandent une qualité de gestion qui est, au travers de certaines certifications, qui sont demandées par les consommateurs, en fait, en l'occurrence. Donc on a quelque chose qui est un peu distordu, qu'il va falloir clairement rééquilibrer, parce que sinon, effectivement, on va, sous peine de vouloir faire de l'énergie verte, finalement avoir un impact négatif sur le climat. Il ne sera pas comptabilisé dans les comptabilités carbone, puisqu'il est compté neutre, mais dans la réalité en fait, des choses, il aura un impact négatif sur le climat et un impact négatif en termes d'exploitation forestière, parce que souvent, si on n'encadre pas cette demande de bois énergie, c'est des coupes rases en fait, qui vont les approvisionner. Alors, je ne sais pas, Léa, si on poursuit sur les questions liées à la conservation. Si on en a fini de la problématique du stockage de carbone, merci d'ailleurs, M. Valory, pour cet exposé très clair. Si personne ne veut réagir sur ce sujet, on peut enchaîner, oui. Alors, il y a des questions sur les différents acteurs qui peuvent intervenir pour protéger la forêt de Valbonne. Donc, il y a Didier Hainaut qui s'étonne que ce soit le ministère de l'Agriculture qui ait la main sur la protection de la biodiversité des forêts, et qui demande qui peut décider de la mise en réserve stricte pour la forêt de Valbonne, l'État, les collectivités, les citoyens, et selon quelle modalité. Et puis on a Virginie Guiroy qui demande quelques exemples d'actions menées dans le cadre du site Natura 2000 en forêt de Valbonne. Alors, je peux donner quelques réponses. L'ONF, enfin, les forêts domaniales, ça font partie du domaine privé de l'État, qui les fait gérer par l'ONF. L'ONF a la gestion de ça, et l'ONF est sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement. Donc, l'ONF fait des propositions pour la gestion des forêts domaniales, il fait des propositions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le document d'aménagement, qui est soumis à l'appréciation d'une étude du ministère de l'Agriculture, qui valide ou qui ne valide pas. Donc, si c'est validé, si les propositions de l'ONF sont validées, l'ONF les met en œuvre. Donc, on peut avoir là, on va demander à ce que l'ONF propose une mise en réserve de cette forêt domaniale, et ce sera accepté ou ce ne sera pas accepté, ou l'ONF le demandera ou ne le demandera pas. Et ensuite, c'est le ministère de l'Agriculture qui décide, en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Donc, il peut y avoir des trucs. Il peut y avoir des négociations à différents niveaux, directement au niveau de l'ONF, dans le fameux comité de massif où nous sommes invités. Donc ça, c'est l'ONF local, c'est l'ONF, c'est la direction Gare Hérault qui gère ça. Ensuite, il peut y avoir des négociations directement au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, que nous avons déjà contacté. Voilà, ça c'est un... J'ajouterais juste peut-être un point, Jean-Paul, en l'occurrence par rapport à la partie protection. C'est-à-dire qu'effectivement, les plans d'aménagement en fait, sont signés parce que c'est l'historique en fait, de la question, par le ministère de l'Agriculture, qui s'appelait pas assez un temps ministère de l'Agriculture et de la Forêt.
Mais par contre, le ministère de l'Environnement a un rôle clé en fait par rapport à ce que met en place l'Office national des forêts en termes de réserve, que ce soit intégral ou dirigé en l'occurrence. Et notamment au travers d'un cofinancement d'une mission d'intérêt général biodiversité en fait, donc qui incite l'Office en fait ou qui oriente l'Office. Donc les deux vont avoir leur mot à dire. Bon, je ne vais pas donner des secrets des dieux, mais la difficulté sur le sujet forestier, c'est qu'effectivement, les deux ministères sont historiquement jamais d'accord, en fait. Donc, c'est relativement tendu entre les deux. Ouais. Oui, alors, il y avait une question par écrit aussi sur les modalités de cette mise en réserve. En fait, l'ONF a un moyen de mettre en réserve des forêts domaniales qui est ce qu'on appelle les réserves biologiques, alors réserve biologique intégrale ou réserve biologique dirigée. La différence entre les deux, c'est que dans une réserve biologique dirigée, on essaye de maintenir un milieu. Par exemple, une tourbière qui se boise, on peut la mettre en réserve biologique dirigée pour faire des coupes d'arbres et enlever ce qui contribue à l'assèchement de la tourbière. Si on a dans une forêt une zone de pelouse, on peut, dans une réserve biologique dirigée, faire des coupes d'arbres pour maintenir cette pelouse. Dans une forêt dont on veut laisser la libre évolution se dérouler, je ne vois pas l'intérêt d'une réserve biologique dirigée. Donc, ce qui est intéressant, c'est une réserve biologique intégrale. Mais réserve biologique intégrale, ça ne veut pas dire réserve biologique où personne ne peut aller se promener dedans et réserver qu'aux scientifiques, comme indiqué tout à l'heure le professeur Ramad. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui est intégral, c'est l'arrêt des coupes. Après, les gens peuvent y circuler. Il y a plusieurs réserves biologiques intégrales pas loin du Gard, en Ardèche, dans lesquelles la chasse est complètement autorisée, le VTT est autorisé, etc. Les gens circulent, c'est pas des mises sous cloche. Merci Jean-Paul. J'ai Monsieur Ramad qui souhaitait prendre la parole. Oui, bien sûr. Oui, en ce qui concerne la procédure de création d'une aire protégée, il faut tout de même rappeler que cela dépend aussi souvent uniquement du ministère de l'Environnement, aujourd'hui dit de la transition écologique. Après avoir été ministère de l'écologie, il y a la direction de la nature et du paysage qui a le pouvoir de proposer et de faire créer une aire protégée. Cela implique en principe le passage devant le Conseil national de protection de la nature qui donne son avis scientifico-technique sur la pertinence et la validité de la proposition. Mais en tout état de cause, ce ministère, qui est en principe celui auquel devrait être entièrement conférée la protection de la nature et de l'environnement, est un passage obligé. Néanmoins, il y a un cas particulier pour les forêts, puisque l'ONF en tant que tel a pouvoir de sa propre autorité, comme vous l'avez si bien dit à l'instant, de créer soit disons, des réserves biologiques intégrales qui correspondent, sur le papier au moins, aux réserves strictes de la catégorie 1 ICEM Nations Unies. Et je le rappelle de toute façon que la procédure, on a le problème d'ailleurs avec cette question toujours en suspens de la création du parc national de Fontainebleau, où tout de même le ministère ex de l'environnement a quand même à intervenir. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué puisqu'en affaire, finalement, c'est tripartite. Il y a l'ONF, le ministère de l'Agriculture et aussi, rappelons-le, le ministère de la Transition écologique. Mais théoriquement, il a le pouvoir lui-même, à son initiative, il peut décider de créer une aire protégée dans l'ensemble du pays. Ensuite, il y a certes, je dirais, des discussions avec les parties prenantes, mais il a le pouvoir d'initiative, il ne faut pas le rappeler, et de toute façon, ça doit aussi passer par lui.
Alors après, il y a une question assez précise sur le type de réglementation qu'on pourrait appliquer sur Valbonne et puis des questions plus générales sur la conservation. Mais peut-être on n'a pas répondu sur la question concernant des mesures de Natura 2000 sur Valbonne déjà en place. Est-ce qu'on peut en donner quelques-unes qui seraient déjà mises en place sur le site? C'était la question de Virginie Guiroy. Alors, sur Natura 2000 Valbonne, il faut bien dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Enfin, il ne s'est pas passé grand-chose pendant longtemps. Au départ, le comité de pilotage était dirigé par la communauté de communes de Val-César, vallée de la Cèze et de l'Ardèche, qui a fait un certain nombre de petites actions, des inventaires, des choses comme ça. Puis cette communauté de communes a été intégrée dans l'agglomération du Gard rhodanien, qui est beaucoup plus grande et qui a mis les choses en sommeil pendant des années. Donc il ne s'est pas passé grand-chose, sauf des financements pour les pistes des FCI, pour une animation nature annuelle. Il y a eu une étude sur les poissons. Bon, il y a eu très peu de choses qui se sont faites. Là, maintenant, il y a eu, donc à la suite de tout ce que nous avons fait pour Valbonne, il y a eu un comité de pilotage qui a été réuni par vidéoconférence là, il y a 15 jours à peu près, et où, bon, il semble qu'il va se faire des choses un peu plus, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc, on aimerait bien qu'au niveau de Natura 2000, le comité de pilotage fasse beaucoup plus de choses et demande des crédits à la DDTM pour faire des actions, des inventaires, etc., qui manquent cruellement. Voilà. Donc, Natura 2000, c'est une cruelle lacune. Alors là, il y a la question de Pascal Jodon sur les perspectives de protection réglementaire sur Valbonne, en référence aux catégories UICN émunérées par François Ramad. Est-ce qu'il faut protéger toute la surface au même niveau, par exemple, comme l'a suggéré Daniel Valory? Une question un peu plus précise sur Valbonne, donc. Nous, Valbonne fait 1200 et quelques hectares. C'est dans une masse forestière qui sont des forêts communales tout autour, etc. Bon, c'est en connectivité avec des grands ensembles forestiers autour. Hein. On remonte, ça va pratiquement toucher les forêts des plateaux au-dessus des gorges de l'Ardèche, qui eux-mêmes remontent bien au nord jusqu'à Aubenas. Ça jouxte toutes les forêts vers Méjeanne, le Clap et tout ça. Bon, il y a un très grand massif forestier là. Donc mettre en réserve 1200 hectares sur lesquels l'État a la maîtrise, puisque ça lui appartient, ça nous paraît le mieux. Voilà. Alors après des questions un peu plus générales de conservation, alors il y a Mathieu Nouty qui demande si l'objectif final est de passer d'une forêt ancienne à une forêt primaire. Ginès Martinez qui demande comment on peut s'y prendre donc pour atteindre cet objectif de protection de 10% en protection forte. Donc là, on va au-delà de Valbonne, quoi. Sur les mots, sur les mots, en fait, sur primaire, ancienne, mature. Enfin, à nouveau, je reviens, j'avais peut-être commencé comme ça tout à l'heure quand je présentais. En fait, aujourd'hui, on met. L'écologie, c'est une science relativement récente qui est en train de se créer au fur et à mesure, en fait, même si on en connaît beaucoup. Sur Raman l'a synthétisé dans différents documents de référence, en fait, livre de référence, mais sur cette terminologie, il y a quand même des concepts qui s'amènent, qui arrivent au fur et à mesure, et donc la question de primaire, enfin aujourd'hui quand on parle de ces sujets-là, en fait, dont on est en train de parler là, on utilise une bonne demi-douzaine de termes. Souvent, on ne se comprend pas sur les termes, simplement parce qu'en fait, on est dans un foisonnement d'idées qui sont toutes pertinentes. Le mot forêt primaire arrive souvent dans des zones qui ont effectivement une empreinte écologique bien moindre que la Méditerranée, tropicale ou boréale, etc. Et donc, il se comprend plus logiquement.
Mais en attendant, c'est souvent un peu confusant parce qu'en fait, on met des mots plus pour s'opposer que pour comprendre, en fait, en l'occurrence. Moi, il me semble que dans le côté primaire, en fait, alors il y a différents sens, il y a d'ailleurs, y compris, Annick le confirmera, là. C'est vrai qu'il y a le sens de primaire au sens de l'écologue ou du scientifique en écologie, en fait, qui parle qui utilise ce terme-là par rapport à de la dynamique. Donc, en gros, un écosystème primaire, c'est un écosystème qui va être non perturbé en fait depuis son installation. Donc, aujourd'hui, en France, en fait, finalement, cet objectif-là, il n'est pas possible, sauf peut-être en zone alluviale, dans des créations nouvelles, pas dans des créations naturelles en fait, de nouvelles zones alluviales qui se font au fur et à mesure des inondations et autres, où on pourrait utiliser ce terme-là. Et après, on l'utilise, alors ça fait peut-être référence aussi à l'utilisation du terme par Francis Salé et l'association qu'il a créée, là, mais qui utilise le terme de façon plus générique parce qu'en fait, il est compris du grand public et c'est plus un terme de communication qu'un terme au sens propre et strict, in fine. Tout ce dont on discute là, c'est aujourd'hui soit une question d'ancienneté, soit une question de maturité, soit une question de libre évolution, donc de dynamique, mais à partir de quelque chose qui de toute façon a été modifié. Donc Annick parlerait de féralité, qui est un autre terme qu'elle a introduit en l'occurrence récemment. Voilà, mais on est dans ce champ-là qui est un peu compliqué. Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine, en tous les cas, de s'opposer sur ces termes-là, parce qu'in fine, ce qu'on cherche à faire, c'est à laisser maturer, parce que ça a un intérêt à la fois par rapport au carbone, mais par rapport à la biodiversité aussi, et de conservation, cette forêt qui deviendra ce qu'elle deviendra, en fait. Voilà. C'est nous qui mettons des mots, en fait, et c'est nous qui sommes un peu compliqués dans la façon dont on comprend les choses, en fait, parce qu'on n'en comprend qu'une petite partie de cette complexité de la nature. Je peux peut-être intervenir. Il faut vous dire que de toute façon, la forêt qui a évolué depuis des millénaires, après la dernière glaciation, elle n'existe plus et elle n'existera plus. C'est une vue de l'esprit. Comme disait très bien Daniel, c'est des questions de mots. Ce qu'on veut, c'est revenir à une forêt qui soit effectivement résiliente, résistante et qui ait la biodiversité la plus proche de l'origine. Mais on n'y arrivera pas parce que l'humanité a été trop importante dans ces forêts-là. Et c'est donc pas le but. Il ne faut pas dire qu'on va revenir à une forêt primaire. Et l'association Francis Salé dont je fais partie, c'est très bien qu'on ne va pas revenir sur 60 000 hectares à la forêt d'il y a du temps des chasseurs-cueilleurs. C'est un peu pour faire rêver. Ce qu'on veut, c'est retrouver un écosystème qui se suffit à lui-même. Et j'insisterai sur une chose, c'est sur la faune dont on a effectivement parlé. La grande faune a besoin d'énormément d'espace et c'est pour ça qu'elle a besoin de beaucoup d'espace. Et je pose une question, je ne sais pas qui peut me répondre. Qu'est-ce qu'il en est de la chasse? Est-ce qu'on pourrait, dans cette réserve intégrale, je ne sais pas comment c'est dans le Midi, mais pourquoi il n'y a pas de cerf dans cette forêt? Est-ce que le loup a passé? Est-ce que le lynx est suggéré? Est-ce qu'il y a du chat sauvage? Tous ces animaux ont une fonction dans cette forêt. Il y avait de l'ours dans le temps d'ailleurs. Donc, tous ces animaux, je suppose, manquent à Valbonne et font que la forêt ne peut pas vraiment fonctionner totalement. Elle est trop petite. Bon, elle devrait avoir, je ne sais pas moi, peut-être 5000 hectares, on ne va pas rêver. Mais... Donc, ma question est la suivante. Premièrement, est-ce qu'il y a de la chasse dans cette forêt? Parce que ça, je n'ai pas posé la question, en fait. Alors oui, il y a de la chasse, il y a beaucoup de chasse, il y a de la chasse au sanglier, ici c'est le sport national, mais en fait il y a énormément de sangliers parce qu'ils n'ont aucun prédateur. Comme tout le monde sait, il y a eu des hybridations volontaires ou involontaires avec le cochon, ils sont prolifiques, ils ont à manger, donc ça pullule et c'est vrai qu'ils bordent largement de la forêt de Valbonne, sur tous les espaces agricoles aux alentours. Et donc, voilà, ils ont des... Donc, la chasse est nécessaire. Alors, je ne sais pas si elle est nécessaire. À l'heure actuelle, les populations de sangliers sans prédateurs augmentent énormément. D'accord. Alors, récemment, il y a eu des réunions au comité scientifique de la réserve des Gorges de l'Ardèche, qui est juste à côté d'ici. Tout le monde commence à se poser la question du retour du loup qui est passé, qui est de l'autre côté de la vallée du Rhône, qui est passé, qui est monté dans les Cévennes, qui un jour ou l'autre va trouver qu'il y a quand même pas mal à manger dans le coin. Et voilà, il est très possible que le loup arrive.
Alors après, son acceptation sociale, c'est un autre problème. L'effectif des populations de sangliers n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a simplement une cinquantaine d'années. Les sangliers n'étaient pas hybridés. Les chasseurs, enfin un certain nombre de chasseurs tout au moins, évitent la casse pendant l'été, c'est-à-dire il y a des endroits où ils ont aménagé des points d'eau, on met du maïs pour les tenir soi-disant loin des cultures. Ah ouais. Mais ça a un effet pervers. Alors ça les maintient peut-être loin des cultures, mais ça a un effet pervers, c'est-à-dire qu'il y a plus de mortalité ou beaucoup moins de mortalité chez les jeunes. Donc, ça, c'est des facteurs qui sont très favorables à l'augmentation des populations. Oui. Donc c'est un problème compliqué. J'ai un deuxième point sur lequel je voudrais venir parce que j'ai vu passer un message là à propos des réserves biologiques, un message de la Tuyère qui disait qu'il y avait 52 000 hectares de réserves biologiques. Moi, je voudrais simplement signaler que le Gard est la lanterne rouge de toutes les zones, de tous les départements pour les réserves biologiques. Alors, j'ai repris quelques chiffres. En Ardèche, il y a 2000 hectares, 2039,15 exactement hectares de réserves biologiques. Dans la Drôme, il y en a presque 3000. Dans le Vaucluse, il y en a 2700. Dans l'Hérault, il y en a 436, ce qui est déjà très faible. Et dans le Gard, il y en a, je reprends le chiffre, il y en a, que je ne dise pas de bêtises, il y en a exactement 178 hectares. Les Gouales et une petite à côté. Donc, si je ne me suis pas trompé, mais à quelque chose près, les chiffres doivent être exacts, c'est-à-dire que le département du Gard est le département de tout l'ensemble méditerranéen qui a le moins de réserves biologiques dans les forêts domaniales. Mettre 1200 hectares de la forêt de Valbonne en réserve biologique, ça nous ferait juste passer devant l'Hérault. Ce n'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. On ne deviendrait pas un département surdoté en réserve biologique. Merci, M. Mandin. M. Ramat, je vous passe la parole. Oui, effectivement, il me semble qu'il y a eu quelques confusions dans l'acception du terme réserve biologique intégrale en milieu forestier. Une réserve naturelle stricte, c'est une réserve dans laquelle il n'y a aucune intervention humaine sur l'écosystème, c'est-à-dire à la fois sur le biotope et sur la communauté d'êtres vivants qui le peuplent, et donc en ce qui concerne ce qu'on appelle la zoocénose en écologie, et je dirais vernaculairement le peuplement animal. Et le peuplement animal d'une forêt, ce sont aussi des mammifères, petits ou grands, des prédateurs, comme l'a déjà rappelé Annick Schnitzer. Et je rappelle aussi à ce sujet que depuis la plus haute antiquité, l'espèce de prédateur qui était le régulateur naturel des sangliers, c'était effectivement le loup. Le loup était d'abord un très grand amateur de marcassins parce que la meilleure façon de réduire une population, c'est de réduire l'effectif de jeunes. Et on en est là. Alors, je ne veux pas soulever des sujets qui fâchent, mais je rappellerai que la France est un pays qui, sur le plan des grands prédateurs, ne respecte pas à la lettre du terme la convention de Bonn relative à ces derniers qu'elle a signée, entérinée depuis belle lurette. Quant aux sangliers qui sont partis par reptiles régulés par la chasse, je rappellerai le drame des cochongliers, parce que j'ai eu moi-même affaire à cela lorsque je présidais la SNPN, déjà avec des procès intentés à la SNPN, parce que des sangliers qui, paraît-il, se multipliaient dans la réserve, allaient dégrader les cultures, alors qu'en fait, il s'agit de cochongliers, non pas de sangliers. C'est-à-dire qu'au plan synégétique, on s'est amusé en France à croiser le sanglier avec des porcs, et il en est issu un hybride qui a 2 portées par an moyenne, avec un plus grand nombre de marcassins, et en plus que l'on engraine, et ensuite que l'on protège l'été, comme cela vient d'être dit, au travers de
le rapport d'eau et donc en drainage, la nourriture. Et tout cela finalement, et en hiver surtout. Donc tout cela conduit à la situation actuelle où on a des sangliers qui se baladent parfois dans des villes, hein, parce que lorsque le sanglier, même en l'absence de loup, était une espèce sylvatique naturelle, eh bien, l'espèce ne donnait pas, elle n'avait pas, si vous voulez, le coefficient intrinsèque d'accroissement naturel qui est celui du sanglier actuel. L'image a disparu. On vous a bien entendu, merci beaucoup pour ces propos. Oui, j'ai encore des questions si besoin. Patrick, on t'écoute. Alors, il y a la question de Daniel Valory sur le bilan financier net des coupes dont on parle sur la forêt de Valbonne, ou le bilan financier de la gestion forestière de Valbonne dans son ensemble. Est-ce qu'on a des données sur ce sujet-là? Donc, le bilan financier net des coupes dont on parle, et puis en général sur la gestion forestière de Valbonne, des données financières. On avait demandé au début de notre conflit avec l'ONF des indications sur les prix de vente et des choses comme ça. On nous a répondu que c'était confidentiel. Alors pour le coup, vous m'entendez, hein, oui. On peut espérer que pour le coup, on ne sait pas. Ouais, on peut espérer que le comité qui a été mis en place va permettre davantage de transparence alors. Il faut l'espérer. Ouais. Alors ensuite, il y a deux questions qui articulent à la fois le local et le global. Donc c'est un peu presque la synthèse du symposium, quoi. Il y a toujours cette question sur, on n'y a pas vraiment répondu, comment on s'y prend, la question de Ginès Martinez, comment on s'y prend pour atteindre l'objectif de protection de 10% en protection forte, et peut-être le voir à partir de Valbonne, puisqu'on a la question de Chloé Gaufret qui nous dit, question d'ordre un peu général, comment on peut réussir à concilier préservation des forêts pour leur permettre de se constituer et vieillir, concilier ça avec le bois énergie, avec le bois construction. Elle cite aussi le bois menuiserie et ébénisterie et les forêts de production, châtaignes, noix, etc. Donc en résumé, elle dit est-ce qu'il faut des forêts à usage particulier? Est-ce qu'il faut une gestion fine en fonction des différents usages et prélèvements? Donc je pense qu'elle pense à des zonages forestiers, des choses de cet ordre-là. Voilà. Peut-être un premier élément de réponse pour lancer les deux questions. En fait, en l'occurrence, alors le 10%, il faut être clair. Hein, l'Europe nous le donne comme une orientation. Le président de la République a parlé de 10% de pleine naturalité dans le cadre de la stratégie aire protégée. Mais la barre, le pas, il est haut. Comment dire, l'escalier, il va être haut à monter, en fait. Et il va être haut à monter pour deux raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui, si on parle des forêts, je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, on est en gros à 1,3% si on compte la surface forestière, y compris la zone centrale des Cévennes, dans laquelle il se passe un certain nombre de choses. Le professeur Hamad l'a rappelé tout à l'heure, et qui ne sera peut-être pas compté par tout le monde comme de la protection stricte, en l'occurrence. Mais on est à 1,3% en comptant donc, les zones cœur de parcs nationaux qui existent et qui ont des forêts qui sont dans ces zones cœur de parcs nationaux, et les réserves naturelles et les réserves biologiques intégrales et dirigées dont on parle. Donc, passer de 1,3 à 30 en 10 ans, parce que c'est ça le terme, c'est clair que c'est relativement haut en fait, et important comme objectif. Il va se poser deux questions. Alors, des questions liées à comment, et c'est déjà le champ qui est déjà commencé à discuter, c'est-à-dire quelle définition on donne. Plus on va donner une définition de ce qui est protection. Alors, je vous rappelle, de pleine naturalité, on est passé avec une discussion sur la protection stricte qui a été évacuée par la France pour mettre un concept qui pour l'instant est un peu flou de protection forte, qui va être défini par décret. Donc il va y avoir une discussion sur qu'est-ce qu'on met dedans. Et puis vous avez clairement des discussions, alors je ne vais pas ici précisément donner les arguments des uns et des autres, mais la discussion a déjà commencé. Par exemple, l'ONF pourrait proposer de dire on met tout le régime forestier ou tous les fonciers publics dans ce 10% de fait, parce que le terrain, il ne va pas être déboisé. Donc dans l'approche de
de l'ensemble des critères, en fait, effectivement, sur un des critères, le fait de rester en forêt ancienne et de ne pas être déboisé, effectivement, il peut y avoir des volontés, en fait, d'avoir ça comme reconnu comme protection forte. Il est clair que dans la tête d'un environnementaliste, en fait, et de tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure, c'est bien aller au-delà. Alors, et il va y avoir une discussion, une négociation avec tous les acteurs. Je rappelle aussi que si classiquement, en fait, quand l'État en fait, veut mettre en place une politique sur la forêt, il se retourne vers l'ONF. C'est-à-dire que s'il veut faire plus de bois énergie, il se retourne vers l'ONF. S'il veut faire plus de bois de construction, il se retourne vers l'ONF. S'il veut faire plus de protection, il se retourne vers l'ONF. Sauf que tout n'est pas possible dans un quart des forêts publiques, dont une partie, d'ailleurs, une grande partie, appartient aux communes et donc du coup, sur lequel il y a besoin de négociations avec les communes. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir mettre dans la boucle, et notamment dans certaines régions où le foncier public en fait n'est pas présent ou peu présent, le centre et l'ouest de la France notamment, en l'occurrence, bah aussi les forestiers privés. Donc amener des discussions pour que effectivement ça devienne réalité. Sinon, ça sera un pourcentage qui aura été annoncé, comme on a annoncé à la SCAP précédente, la stratégie précédente, 2%, et on est toujours à 1,3%. Donc, et on n'aura pas avancé. Ça, c'est le premier, le premier élément. Et ça reste encore à discuter et discuter, à débattre complètement entre les différents acteurs. C'est un champ sur lequel il est important, en fait, effectivement, que ces discussions se déroulent bien. Et pour l'instant, c'est pas totalement le cas. Et le deuxième élément, après, c'est plus concrètement, qu'est-ce que peut faire un site comme la Valbonne? C'est de faire remonter ce besoin local. Si l'ONF ne met pas, parce qu'il y avait ça dans le chat aussi à un moment donné, là, met pas en place des réserves intégrales partout où c'est demandé, c'est que déjà elle a des moyens limités et par ailleurs, elle aurait réagi aussi à la pression, l'incitation d'un certain nombre d'acteurs qui poussent tel ou tel lieu. Et donc, pousser le lieu Valbonne, en fait, par rapport à cette préoccupation pour la région et pour la France, en fait, de l'intégrer en priorité dans les aires protégées qui vont être mises en place, c'est effectivement, ça relève, entre autres, de ce qu'on fait là, de la discussion et de ce que chacun des acteurs peut porter au fur et à mesure. L'ONF peut être initiateur effectivement aussi, enfin, il faut qu'il soit d'accord, il faut qu'il porte, mais ça peut être porté par des collectifs plus locaux, des associations et autres, et c'est notre rôle en tant qu'association en tous les cas. Et sur la deuxième question, je ne sais pas si au moins quand on va y débattre de celle-là, parce que c'est vrai que les demandes, elles se résolvent aussi par, dans une grande partie des forêts, certes, quand on fait une réserve intégrale, on spécialise quelque part un objectif pour la biodiversité. Mais à nouveau, on parle, notamment en intégrale, on parle de quelques 0 et quelques pourcents de la surface forestière. Hein, c'est très peu. Dans la majorité des forêts, on est en capacité aussi d'avoir une gestion qu'on appelle multifonctionnelle, qui vise effectivement à la fois à produire du bois, protéger la biodiversité, accueillir du public, avoir un certain nombre de choses en fait, qui peuvent être rendues compatibles. Tout n'est pas compatible. Et quand on veut faire de la monofonction, bah forcément, on élimine les autres fonctions qu'on n'a pas retenues. Mais globalement, aujourd'hui, ce n'est pas l'environnement qui pose le souci par rapport à la production. Hein. Le pourcentage est clairement très favorablement à la possibilité d'exploiter en grande partie en multifonction quand même, mais aussi sur 15-20% de la surface forestière française, en spécialisant, c'est le cas des Landes, c'est le cas des plateaux des Mille Vaches, c'est le cas du Morvan, et de toutes les zones de monoculture dont on parlait tout à l'heure. Oui, moi je voudrais préciser que tout à l'heure on a dit qu'il y avait 52 000 hectares de réserves biologiques en France. Dans sa dernière déclaration concernant l'environnement, le président de la République, c'était le 12 janvier dernier, il s'est engagé à mettre en protection forte 250 000 hectares de forêt en France. 250 000 hectares. Bon, alors il n'y a pas que les réserves biologiques là-dedans, il y a des réserves dans des parcs nationaux, etc. Mais enfin, quand même, pour atteindre 250 000 hectares en protection forte, tout n'est pas, Jean-Paul, là, tout n'est pas en métropole, hein, enfin, ou dans l'Hexagone en l'occurrence. Il y a une partie, d'ailleurs, qui a déjà été identifiée, qui est en Guyane. Donc, en fait, il reste 70 000 hectares de volonté de développement, en fait, de protection forte sur le territoire métropolitain, a priori, forestier.
Ce qui est déjà, voilà, c'est déjà trois parcs nationaux ou 2 parcs nationaux. C'est ce que demande la réserve intégrale de Francis Allais. Exactement. Exactement. Patrick, on a une dernière question, il me semble, que tu as relevée pour un petit peu clôturer ce symposium. Il y a une dernière question qui concerne la manière dont les associations agissent pour protéger la forêt de Valbonne. C'est une question de Mathieu Nutti. Alors, je l'ai gardée pour la fin parce elle concerne la jeunesse, donc c'est quelque chose d'important. Et il demandait ce que font les associations sur le terrain avec la population locale, avec les jeunes notamment, pour la protection de cette forêt. Il faisait toute une liste d'actions possibles, comme des conférences, des balades, des discussions, un travail en direction des écoles, des entreprises aussi. Voilà, donc c'était pour apporter un peu cette note un peu plus associative, plus militante et plus en direction de la jeunesse, étant donné que l'heure avance par rapport à la fin de notre symposium. Merci, Voilà, Oui. merci. Alors, je vais répondre quand même à notre ami, parce que ça, là, c'est notre domaine complet. Nous, associatifs, on est confrontés constamment à des principes de réalité. C'est-à-dire des choses qu'on aimerait faire, qui sont même nécessaires, et puis on n'a pas les sous pour le faire. Ou bien on n'a pas la possibilité politiquement de le faire, politiquement au sens large. Et on se trouve très souvent devant des gens qui nous disent « Mais vraiment, qu'est-ce que vous faites? Vous devriez faire ci et ça. » Je dis « Il n'y a aucun problème, vous apportez les sous et on le fait. » Je voudrais dire un mot aussi. Là, on a l'association Terre d'Avenir, donc autour de la forêt de Valbonne, avait commencé des réunions publiques avec beaucoup de monde. On a fait des réunions avec les maires, on est allés tous les voir. On avait prévu une grande journée à Valbonne avec des conférences, des animateurs, etc. Et puis, peut-être que certains l'ont remarqué, il y a le Covid et tout ça a été impossible. Donc, on a pas mal de projets d'animation localement, mais pour le moment, on n'a pas pu les réaliser. Alors, on tient tous les adhérents de l'association, et ils sont nombreux, il y a plus d'une centaine de familles, donc ça fait plusieurs centaines de personnes qui sont concernées. On les tient au courant par mail, par Internet, par bulletin, etc. Mais sur le terrain, en ce moment, on ne peut pas se réunir plus de 6 normalement. Donc, pour aller devant les écoles et pour aller faire de l'animation, c'est quand même compliqué. Merci Jean-Paul. Peut-être je voulais passer la parole à Gérard Brock, qui est le président de Tandem. Oui, il est là, il est là, c'est bien. Oui, bonsoir et merci de ce symposium qui est super, parce que j'apprends beaucoup de choses. Au niveau local, comme le disait Jean-Paul, nous avons fait beaucoup de choses, et en particulier, nous avons essayé de fédérer et d'adhérer à notre cause, donc, tous les membres qui seront décideurs au comité du plan de mise en place du nouveau plan d'aménagement. Nous pensions que pour avoir une réserve biologique, il fallait convaincre tous les maires qui étaient donc assis sur la forêt de Valbonne pour qu'ils prêchent en notre faveur vis-à-vis de l'ONF qui allait les interviewer. Ça, c'est la première chose. Et malgré qu'il n'y ait pas eu de réunion possible, nous avons quand même réussi à faire revenir notre député, à plaider notre cause. Et notre député a mené donc un mémoire qu'avait rédigé Jean-Paul Mandin à notre ministre du Développement durable, Madame Pompili. Nous avons également fait venir notre sénateur, à qui également nous avons plaidé notre cause. Nous lui avons remis un mémoire qu'il a remis à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Denormandie. On voyait que nous avons quand même anticipé pour que, à ce niveau politique-là, il soit quand même capable de décliner les directives du président de la République pour qu'on puisse quand même classer en réserve biologique cette forêt exceptionnelle. Je vous remercie encore de votre soutien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce symposium qui était vraiment très riche
Et merci à tous les intervenants d'avoir été présents. Donc, on retiendra que la forêt de Valbonne, c'est une forêt exceptionnelle qui mériterait de faire l'objet d'une protection et d'une mise en réserve. Le lien avec l'ONF est crucial ici et on le répète, nous ne sommes pas en conflit avec l'ONF et tout ça doit se faire dans la conciliation et la concertation. Les forêts anciennes par rapport au changement climatique, les enjeux sont énormes et les bénéfices de préserver ces forêts sont très importants. Et ce serait crucial Enfin, ce serait vraiment très grave de ne pas le prendre en compte. Donc, je vous remercie tous. Frédéric, est-ce que tu veux dire un mot pour terminer ce symposium? Bah oui, je vais quand même clore. Et c'est pour dire la même chose. C'est pour dire que vraiment merci, merci, merci à notamment nos intervenants. Et on avait dans la, entre guillemets, salle également des gens qui sont très importants pour nous, et qui sont intervenus ou pas, mais voilà, ce sont des choses qui font avancer nos dossiers. Et donc, je crois que c'est une journée extrêmement positive. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je l'espère. C'est aussi une petite question de moyens, mais enfin, on arrive à faire pas mal de choses avec peu de moyens. Et merci particulièrement donc à Léa et à Patrick qui ont remarquablement animé ce débat. Je vous dis au revoir à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.